Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons parler d'une situation qui est très compliquée. Il s'agit de la vente de migrants, dont certains qui sont des Maliens. En Libye, des jeunes Africains migrants sont vendus comme esclaves. L'information a été révélée par une équipe de la chaîne de télévision CNN. Dans la vidéo publiée, elle a mis en exergue la détérioration des conditions de détention des migrants et réfugiés en Libye. Alors, cette situation, elle est qualifiée d'inhumaine par l'ONU et elle suscite de nombreuses réactions et condamnations des défenseurs des droits de l'homme à travers le monde. Ce soir, pour parler de ce sujet, nous avons invité 4 personnes. Il y a Dr Fodjié Tandjigoura, qui est sociologue, M. Sbeiti Ag Akado, président de l'Association pour la sauvegarde de la culture Bella, Amadou Koulibaly, membre de l'Association malienne des expulsés, et Ibrahima Kébé, commissaire principal de l'association Faso Kanou. Je suis Mohamedou Touré à la présentation. Le grand dialogue. Alors, je le disais tantôt, on parle de vente aux enchères des migrants. Monsieur Sbeiti Akado, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà concrètement il s'agit de quoi? Merci pour nous avoir permis de nous exprimer sur un sujet aussi d'actualité. En fait, il s'agit tout simplement d'un acte abominable qui vient d'être exposé à la face du monde. Sinon, je dirais que c'est un acte quotidien, connu de tout le monde, très proche de nous ici au Mali. Partout dans les contrées du Mali se pratiquent des choses de ce genre, parce que la vente à la criée, certes c'est révoltant, mais ce n'est pas moins révoltant que certaines choses qui se passent, dont je vais taire le nom pour le moment. C'est dire que ce sont des actions de tous les jours, malheureusement, qui ne se rendent compte que chez nous, ici en Afrique. C'est comme si nous sommes condamnés à être ridicules à la face du monde. Sinon, l'esclavage, tel qu'on l'a vu, la vente telle qu'on l'a vu par rapport au reportage de la dame de la CNN, là, c'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Tout le monde sait que dès que vous sortez de Gao, vous êtes vendu. Vous passez de main en main jusqu'en Libye. C'est des ventes peut-être pas sous cette forme-là, mais on vous négocie, vous êtes négocié depuis Gao. Et c'est valable pour le Niger, c'est valable pour toutes les sorties, n'est-ce pas, des Noirs en direction du Maghreb et de la Méditerranée. Ça se passe dans des transactions qui n'ont rien à envier à ce qu'on a vu. Voilà. Alors, pour le citoyen lambda, je vais juste expliquer un tout petit peu. Vente aux enchères, il s'agit de venir exposer des personnes et les vendre au meilleur offrant. Alors, monsieur Amadou Koulibaly, vous êtes membre de l'association malienne des expulsés. Vous avez recueilli des personnes, même aujourd'hui, il y a des Maliens qui sont venus de la Libye. Quelles sont leurs impressions? Quels sont leurs avis par rapport à cette situation qu'ils vivent là-bas? Merci. Alors, comme vous l'avez si bien dit, nous, c'est à base des témoignages. Alors, même à l'instant, quand j'ai quitté au Manif, là, j'ai rencontré 5 personnes qui sont là-bas. Effectivement, peut-être que c'est une vente, une sorte de commerce moderne. Comme l'a si bien dit, c'est de main en main, c'est des négociants. Donc, il ne faut que négocier. D'après le témoignage que j'ai reçu, depuis ça commence depuis Bamako, hein. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut aller en Libye, on te dit maintenant, tu payes maintenant 120 000 ou bien 100 000. Et on dit que c'est direct Libye. Donc, on te laisse continuer. Arrivé à Gao, il y a quelqu'un qui est là maintenant avec le numéro, il vient te chercher. Et lui, il l'amène chez toi. Alors, ils vont regrouper les gens. Et une fois qu'ils seront nombrés, on va les mettre dans des véhicules. Et immédiatement, le chauffeur Saoul essaie là où passer. Donc lui, il va en direction de quelqu'un d'autre maintenant qui est là. Donc lui, il vient maintenant, c'est les raquettes qui commencent. Mais ce qui est pire là-dedans, ce qui est aberrant aussi, c'est-à-dire le migrant, si tu n'as pas d'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? On te dit, bon, le téléphone est là,
Alors, tu téléphones à tes parents, ils vont verser l'argent. Sans ça, on te fait chicoter. Et pour que maintenant les parents puissent entendre les cris. Donc là, maintenant, la famille, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est de te sauver. Et de mai en mai, jusque dans les foyers aussi, c'est pire. Voilà, je m'arrête là pour le moment. Est-ce que les migrants qui partent, vous l'avez dit, ça commence ici à Bamako, ils payent de l'argent. Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont vendus ou est-ce qu'ils donnent de l'argent juste pour pouvoir avoir la possibilité d'entrer en Libye? Non, moi, ma foi, ils ne sont pas conscients de ça. Parce qu'on te dit maintenant, tu vas aller en Libye direct, 120 000, tu payes 120 000. Pour lui, il est tranquille, quoi. Mais arrivé là-bas maintenant, c'est là où il trouvera que ce n'était pas ça. Parce que tout ce qu'il a comme objet de valeur, déjà en cours de route, on te les retire. Souvent maintenant, les chauffeurs lui ramassent les téléphones portables, ils les entendent, ils disent arrivez là-bas, ou bien donnez-nous votre argent, sinon en cours de route, on va vous les enlever. Arrivez là-bas maintenant, tout est perdu. Ibrahima Kébé, vous êtes commissaire principal de l'association Face au Kanou. Vous, que pensez-vous de cette situation? Ça relève de la France. Cette situation est vraiment humiliante, c'est dégradante, c'est inacceptable. Pour nous, le monde doit se dresser de toute sa taille pour stopper ces pratiques barbares-là. Mais le monde ne pourra pas parce que nos dirigeants sont en train de travailler pour mettre fin à l'immigration. Nous avons vu avec, comme on appelle la signature des accords pour stopper Libye en tant que pays a joué un rôle extrêmement important. Même récemment, avec cette question d'accord de réadmission, ça a été dénoncé partout. Et dont le gouvernement malien avait même nié la signature de ce papier. Mais à la suite, on a su vraiment qu'ils étaient en accord avec l'Union européenne. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire avec le Frontex aussi, il faut trouver d'autres pratiques. D'où, à notre avis, d'où ces pratiques barbares en Libye aujourd'hui. C'est révoltant. C'est révoltant, ce acte est vraiment révoltant. Donc à mon avis, il ne faut pas tomber dans leur piège et il faut essayer de travailler davantage pour mettre fin à ça. Il faut aller au-delà des simples déclarations, des simples qualifications comme les Nations Unies l'ont fait, comme le gouvernement malien l'a fait, comme le gouvernement sénégalais et autres. Ce n'est pas seulement les Maliens. Comme le dit Akado, le doyen Akado, il y a des pratiques d'esclavage ici en République du Mali qui sont encore pires que tout ça. Et je vous avoue, ça fait des dizaines d'années qu'on est en train de dénoncer ces pratiques-là. Mais les gens n'ont pas réagi. Mais aujourd'hui, même en 2011, on a parlé de cette, la vente des Noirs là, en Libye. On en a parlé ici, en 2011 déjà. Donc maintenant, il faut se dresser de toute sa taille, il faut continuer la bataille. Mais la toute vérité est que c'est plus profond que tout ça. Alors, est-ce que cela veut dire, pourquoi attendre un reportage de CNN pour maintenant se mobiliser comme ça pour dire non, stop? Pourquoi avoir attendu tout ça? Est-ce que cela veut dire que CNN a une voix beaucoup plus crédible que la voix de... C'est compliqué à expliquer, c'est parce que tout simplement Claudicia a lancé un appel là-bas et puis Alpha Jagger aussi a lancé un appel, c'est venu de l'extérieur, donc les gens s'engouffrent, etc. Alors qu'en réalité, c'est sous nos yeux ici, chaque jour qui passe. Surtout ce qui se passe chez nous ici, des Khaï jusqu'à Kidal. En fait, pour répondre à cette question-là, en fait, il s'agit tout simplement d'une sorte de complexe. Nous sommes complexés. Il faut toujours que ce soit les autres qui commencent quelque chose pour qu'on s'engouffre. Sinon, en réalité, comme Kébé l'a dit, les gens ont vu des pratiques. Les migrants, les gens au niveau des ambassades ont dénoncé ce qu'ils subissaient. Mais nos gouvernements sont restés muets de tout temps. En fait, il fallait trouver une opportunité, n'est-ce pas, pour dire qu'on est contre cela. Et cette opportunité-là, effectivement, c'est cette chaîne américaine-là qui la donne aux Africains. Tout se passe comme si les Africains doivent toujours attendre un ordre pour, n'est-ce pas, s'exprimer. Pour compléter mon frère Koulibaly, et la peur, en fait, les gens, en partant, je dirais qu'ils sont au courant de ce qu'il y a devant eux. Nul n'ignore les difficultés qu'il y a à quitter le Mali pour arriver en Europe par la route du Sahara. Personne ne l'ignore. Et une fois à Gao, ils sont avertis. Sauf qu'à partir de là, ils tombent dans une sorte de piège dans lequel ils ne peuvent plus reculer. Ils savent ce qu'il y a. Mais je dirais tout simplement qu'ils vont dans l'esprit que je préfère être l'esclave des Blancs
être vendu comme esclave que d'être esclave chez moi, pour rejoindre un peu l'idée de Québec. Que les gens souffrent tellement de ce qu'ils vivent chez eux, qui savent qu'il y a des fortunes, il y a des potentialités, mais ils sont privés, n'est-ce pas, de ces richesses-là qui peuvent donner de l'emploi à tout le monde. Ils sont privés par leurs pères, par leurs frères, par leurs sœurs, n'est-ce pas, par des Africains qui s'accaparent des richesses, préfèrent les dilapider en Occident là-bas ou bien les dilapider en achetant des produits éclaircissants plutôt que de donner du travail à nos jeunes pour leur empêcher d'aller se faire vendre comme esclaves. C'est un peu ça aussi la mentalité. Vous creusez, vous trouverez des gens qui vont vous dire, moi je préfère aller être l'esclave d'un Libyen plutôt que d'être l'esclave de mon cousin, n'est-ce pas? Comment peut-on expliquer cette situation? On a reproché aux Blancs, à l'Occident, de nous traiter comme des esclaves. Et maintenant qu'on voit que c'est en Afrique même que ça se passe, et pire encore, ce sont des Maliens même qui contribuent à cette situation, qui vendent d'abord, qui récupèrent 120 000 francs avec des citoyens maliens, qui sont comme eux, qui les conduit dans ce chemin. Comment peut-on expliquer cette situation? On l'explique encore une fois par ce que j'avais dit tantôt. Il y a une sorte de toujours regarder l'autre. Nous ne nous sentons jamais capables de changer nous-mêmes les choses. Nous, les citoyens lambda, mais aussi nos dirigeants, n'est-ce pas? D'une manière générale, je ne dirais pas que c'est une malédiction, mais quelque part, c'est un constat. Nous voyons très bien que nos dirigeants connaissent très bien cette situation-là. Mais malgré qu'ils la connaissent, ils sont prêts à signer, n'est-ce pas, des situations de complot. Parce que moi, je qualifierais cela de complot. Tout se passe comme si et les Occidentaux et nos dirigeants sont contents de ce qui se passe là-bas. Cela peut-être va empêcher aux Africains de chercher à sortir pour amener des richesses. Ils vont revenir et ils vont continuer à se faire exploiter par leurs autres frères africains. D'accord. Quelque part. Docteur Fodje Tandjigora, vous avez entendu tout ce qui a été dit tout de suite. Vous, que pensez-vous de cette situation? Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation, vu que M. Akado dit que ceux qui partent sont même conscients de cette situation, mais ça ne les empêche pas de partir? Oui, donc merci, je remercie mes prédécesseurs. En fait, c'est un peu compliqué cette situation. D'abord, il faut savoir que tous les migrants ne sont pas, tous les candidats à migration ne sont pas absolument informés de tous les risques qu'ils peuvent traverser. Ils savent que c'est une route qui est assez dangereuse, mais c'est un peu compliqué qu'ils savent exactement qu'ils vont être vendus comme esclaves, etc. C'est possible, mais je pense que tous ne sont pas conscients et informés des risques que les routes clandestines peuvent présenter lors des passages. Et par ailleurs, je pense également que c'est une expression de crise de gouvernance de façon générale. Malheureusement, il faut que nous reconnaissions cela, que toute la jeunesse tente de partir en exil. Ça dénote une certaine crise quelque part de la gouvernance, et qu'il est urgent, n'est-ce pas, de redéfinir une nouvelle politique pour la jeunesse, parce que offrir 500 000 emplois ou bien offrir des instruments de travail, etc. Il faut qu'on quitte cette dynamique politique de gestion de la jeunesse et que réellement on puisse prendre à bras le corps le sort de la jeunesse, parce qu'elle constitue la majorité quand même de la population malienne, et on sait que ce sont les jeunes majoritairement. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de statistiques, mais pour le cas des Maliens qui sont morts dans la Méditerranée l'année dernière, on parle de 386 selon les chiffres, et beaucoup, la majorité, ce sont des jeunes. Voilà. Donc il faut vraiment trouver une solution pour cette situation, et je pense que c'est une expression de crise de gouvernance et que tout le monde doit reconnaître cela. Voilà. Alors, M. Akado vient de le dire, nos dirigeants étaient au courant avant ce reportage de CNN, mais pourquoi attendre ce reportage pour faire des déclarations, des communiqués, pour dire qu'on dénonce, et après, est-ce qu'on verra des actes même? Mais si c'est le cas, c'est regrettable, parce que effectivement, même pour dénoncer, ils ont mis un peu de temps. En réalité, ils n'ont pas pu se dénoncer. C'est vrai que la maltraitance des migrants subsahariens, c'est connu des services des services consulaires qui vont souvent les accueillir jusqu'à la frontière avec le Niger. Le Mali a un accord avec la société de transport SONES qui achemine
les migrants rapatriés jusqu'au Mali. Ici, certains sont acheminés par avion. Et les témoignages de ces migrants-là convergent dans la même direction. Il y a une maltraitance sans précédent, n'est-ce pas, de tous les migrants subsahariens. Et beaucoup de témoignages sont connus dans ce sens. Mais malheureusement, l'argument que les États trouvent, c'est qu'il n'y a pas d'État en Libye, donc il est difficile de négocier avec les autorités en place parce qu'il n'y a pas une autorité étatique bien structurée, donc avec qui négocier et sur quelle base. C'est un peu la difficulté qu'ils ont annoncée. Et donc finalement, ils ont réagi. Mais plus tard, moi je suis heureux que c'est... Alors qu'on accepte cette réponse qui est qu'il n'y a pas d'État en Libye, mais vu que le processus, selon les autres intervenants, commence ici même à Bamako, alors est-ce qu'à Bamako il n'y a pas d'État également? Absolument, il y en a. Non, mais le processus est connu. Je suis tout à fait d'accord. Depuis les routes clandestines de Tamanrasset, en Algérie, puis d'Agadez, les routes clandestines sont connues. Et malheureusement, même le camp de Gao, hein, c'est connu, mais malheureusement, il n'y a jamais eu de volonté pour les retenir parce que déjà, on ne sait pas qui va pour l'immigration clandestine, puisque les gens ne se déclarent pas, ne disent pas qu'ils vont partir à l'immigration clandestine. Donc il est difficile de les démanteler parmi les populations, mais aux portes de sortie, on peut bel et bien prendre des actions, soit pour retenir les individus, soit pour prendre des mesures contre les passeurs, parce que les passeurs, le réseau est bel et bien connu, mais effectivement, il n'y a pas eu de sanctions contre les réseaux des passeurs. Alors, Monsieur Kébé, quel est le rôle des dirigeants africains dans tout ça? C'est de travailler pour l'intérêt des populations, pour protéger les citoyens maliens partout où qu'ils soient. Est-ce qu'ils jouent ce rôle? Pas du tout, parce que nous avons en face de nous un régime incapable d'assumer sa responsabilité. C'est ça le gros problème. Donc sans vision, sans volonté politique, donc le peuple malien est livré à des genres de situations un peu partout dans le monde. Et ce n'est pas seulement la Libye, hein. On a vu en Algérie par exemple, les Maliens subissent des situations inexplicables. Même en France, partout dans le monde. Mais quelle est la réponse que notre régime, que le pouvoir en place donne? Vous avez parlé des accords, qu'on accepte que les autorités ne puissent pas réagir, mais qu'elles vont jusqu'à accepter et signer des documents. Que peut-on penser de ces situations? Bon, en réalité, nous, nos autorités, c'est des sous-préfets. Hein. C'est pourquoi nous, on n'est pas dans un pays souverain aujourd'hui, indépendant. Donc la réponse est aussi simple que ça. Sinon, il est très clair dans les textes internationaux, la question de la libre circulation des personnes et de leurs biens, c'est un acquis. C'est un acquis. Mais en réalité, c'est le contraire. C'est la libre circulation des biens et non des personnes. Et qui a détruit la Libye en réalité? Pourquoi ils ont détruit la Libye? Et la Libye jouait un rôle extrêmement important dans le cadre de Frontex. Je crois qu'il y a l'association des Maliens des explicés qui peut dire mieux. Mais dans ce contexte-là, et aujourd'hui, si on voit qu'ils sont en train de vendre les noirs par-ci, par-là, est-ce que ce n'est pas une façon de pouvoir décourager les gens? C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas tomber dans leur provocation. Mais ce qui est vrai, s'il n'y a aucun État où le monde ne parvient pas à protéger ses citoyens africains en Libye, et ils sont obligés de s'organiser pour se défendre. Ça relève de la question de la légitime défense alors. D'accord. Monsieur Amadou Koulibaly, vous partagez l'avis de Kébé? Oui, effectivement, ce qu'il a dit, c'est ça. Mais toute la crise-là, moi, je donne comme responsable l'Union européenne. Parce qu'ils ont la liberté de circuler, c'est un droit inaliénable de l'être humain. Mais quand on veut bloquer la liberté de circulation, ça a des conséquences atroces. Aujourd'hui, nous voilà devant ces conséquences-là. L'Union européenne, il a installé d'abord, alors depuis le pays d'accueil, depuis en Europe, si on commence, donc on rapatrie les sans-papiers. On rapatrie qui a droit au papier, qui n'en a droit. Donc après, maintenant, ils se sont dit, vers les pays côtiers qu'on appelle les pays tampons, ils ont mis en place quelque chose qu'on appelle le Frontex. Donc, ils ont collaboré avec les pays de la Méditerranée. Là, il y a des agents qui sont là-bas. Ce budget est énorme, immensément énorme. Là, donc, ils collaborent avec les Marocains, tous ceux qui sont vers le corridor de la Méditerranée. Donc maintenant, comme ils ont vu jusqu'à présent, ça continue. Alors, il y a des naufrages. Qui est responsable de ces naufrages?
Il y a des gens qui viennent, ils meurent dans les déserts à cause de la soif. Parce que chaque fois qu'ils essaient de bloquer la liberté de circulation, de circuler, donc le migrant, lui, il va prendre un autre chemin, il va contourner. Et c'est encore plus dangereux. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le cas de la Libye, comme l'a dit mon cher, cette façon-là, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Moi, je me rappelle en 2009, au temps des ATT, nous, on a interpellé le gouvernement malien. Et l'ex-ministre Badra Maralou, il est allé au siège de l'AMI. On avait 50 personnes à notre actif qui sont venues de la Libye. Les atrocités, nous les avons mis sur la table. Moi-même, j'ai eu à faire la synchronisation avec la radio Kaira et la radio Djekafor. Alors, au vu des témoignages, j'ai récolté des contacts. Alors, ils m'ont dit que nos autres camarades sont en prison en Libye. Et immédiatement, j'ai négocié avec le cuisinier qui est là-bas. C'était un Africain, je lui ai expliqué. Alors, j'ai dit aux Maliens, écoutez ce qui va se passer. Les personnes qui vont parler tout de suite, c'est des gens qui sont en détention en Libye. Et vous allez les entendre. Tout le monde entend ça sur les zones. On a fait des déclarations, personne. De nos jours, la chose, ça continue. Donc, le Frontex est là, et c'est l'Union européenne. Hein. Donc, vous partagez l'avis d'Akado quand il parle de complexe. Bien sûr, c'est ça. D'accord. Mais M. Akado, M. Koulibaly accuse tout de suite l'Union européenne d'être, comment dirais-je, la cause de cette situation. Mais à quoi sert aujourd'hui l'Union africaine? Moi, je dirais, au-delà de l'Union africaine, à quoi servent tout simplement nos gouvernements respectifs, surtout les gouvernements de la zone sahélienne qui sont les plus concernés par cette question de migration, même si des Congolais, n'est-ce pas, des côtiers viennent traverser, mais c'est d'abord nous qui faisons frontière avec le Sahara. Alors, pour dire que la première des responsabilités, c'est nos dirigeants, au-delà même de la Libye, regardez nos relations avec la Mauritanie. Qu'est-ce que les Maliens ne subissent pas à côté de nous en Mauritanie? Vous avez jamais entendu le gouvernement malien dire quelque chose? Des témoignages, des vidéos ont passé devant les yeux de tous les Maliens, des bastonnades, des tueries même, je dirais. Jamais. Le Mali n'a jamais bronché. Au-delà de l'intérieur de la Mauritanie, qu'est-ce qui se passe dans la bande sahélienne? Tous les pillages, toutes les razzias, tous les abus qui sont faits dans cette zone-là, on convergent, n'est-ce pas, vers la frontière mauritanienne. Nos vaches, nos moutons, nos biens, les motos, les véhicules, tout est vendu à la frontière. Le Mali le sait. Vous ne pouvez pas me dire qu'ils ne le savent pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rien. Et dans ce commerce-là, il y a des êtres humains. Il ne faut pas voir seulement des véhicules. Au-delà de la Mauritanie, l'Algérie. Donc c'est pour vous dire que nos gouvernements sont complexés, sont faibles, sont à terre face à nos voisins. Ils ne peuvent rien dire contre l'Algérie. Pourquoi ils ne peuvent rien dire contre l'Algérie? Ils ne peuvent rien dire parce qu'ils ont privilégié les biens matériels plus que la dignité, plus que l'intérêt des Maliens, plus que l'intérêt général. C'est le constat que nous faisons. Tangoura, qu'est-ce qui pousse les Africains? Nous avons voulu une indépendance qu'on a aujourd'hui. Malgré cette indépendance, on continue à dépendre de cette Europe, de ces pays industrialisés. Aujourd'hui, on continue à supplier, à pleurer. Qu'est-ce qui pousse l'Afrique à subir cette situation et à ne pas réagir? Oui, bon, c'est un peu compliqué en réalité parce qu'on est dans un système de rapports de force qui sont malheureusement tournés du côté des Européens, il faut dire ça, mais c'est un grand débat. Mais en réalité, je pense que toute la difficulté sur la circulation des personnes et de leurs biens se trouve en Afrique. Donc les difficultés sont intra-africaines. Et la circulation des Africains à l'intérieur du continent, leur circulation et celle de leurs biens, ça pose énormément de problèmes dans le contexte africain essentiellement. On a vu, avant la Libye, on a vu le cas algérien. On n'a pas entendu que les dirigeants aient protesté de façon assez virile. Donc on a vu le cas algérien où on a refoulé des gens, on les prend dans leur service et puis on les ramène à la frontière, puis on les jette au Niger voisin, etc. Et des traitements inhumains, on en a enregistré même au Cameroun, même au Gabon. Voilà, les Maliens, ce n'est pas une première, même en Côte d'Ivoire voisine et dans d'autres pays. Donc je veux dire, pour le cas des Maliens, ce n'est pas un phénomène tout à fait nouveau. Malheureusement, les dirigeants sont restés longtemps muets. Je ne sais pas, c'est peut-être un jeu de rapport de force
qui pèse du côté de ceux qui sont beaucoup plus nantis que nous, puisque les Maliens sortent plus que d'étrangers qui n'entrent au Mali. Donc on a un sort migratoire qui est négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus de Maliens qui sortent que d'étrangers qui arrivent au Mali. Donc nous sommes beaucoup plus présents à l'étranger. Je pense qu'on parle des chiffres de 4 millions, etc. Donc c'est un peu ça. Alors, définition d'un rapport de force, c'est très compliqué ce qu'on raconte ici. Et c'est vrai que nos dirigeants peuvent appliquer la réciproque ou bien peuvent appliquer d'autres formes de répliques, mais c'est très compliqué parce que c'est un système qui ne touche pas que les migrants, mais ça touche aussi et l'économie et la politique et beaucoup de choses. Donc c'est un ensemble qui fait que c'est un peu compliqué et les pays les plus faibles comme les nôtres, malheureusement, ne pèsent pas dans ce système de réseau-là. Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte en réalité. D'accord. Monsieur Kébé, on accuse l'Union européenne, on accuse également les dirigeants. On a vu également les défenseurs des droits humains également qui n'ont pas réagi avant, qui réagissent aujourd'hui. Pourquoi attendre aujourd'hui pour se mobiliser? Bon, je crois que cette mobilisation, surtout à Bamako, ce n'est pas les organisations de défense des droits de l'homme qu'on le dit, hein. C'est les mouvements sociaux, c'est certaines formations politiques, c'est certaines organisations qui se battent voilà, par rapport à l'expulsion, par rapport à l'esclavage, etc., contre l'esclavage. C'est ceux-là qui se sont organisés. Mais pourquoi ils ont attendu aujourd'hui, ces artistes, ces responsables, la société civile, entre guillemets, tous? Oui, certains ont attendu aujourd'hui. Mais d'autres sont sur le champ de bataille depuis très longtemps. Par exemple, à Kakado, ça fait des dizaines d'années qu'ils sont en train de se battre contre ça. Nous, il y a quelques années aussi, nous sommes avec eux dans cette bataille-là. Les questions d'expulsion, là, il y en a qui sont là depuis très longtemps et le combat a continué et ça continue. Mais la question de complexité, là, c'est ça le fond de la question. Mais avec nos dirigeants, il faut que nous soyons clairs. Il n'y a pas de solution avec ces gens-là. Parce qu'on peut accuser l'Union européenne, et c'est une réalité. C'est vrai. Mais eux, ils ne sont que des représentants de ces gens-là. Ça ne le fera pas du tout mal. Parce qu'eux-mêmes, ils ont accepté de vendre le pays. Et nous sommes face à cette situation-là. D'accord. Akado, on va continuer toujours dans cette lancée de la société civile elle-même, le citoyen lambda. Monsieur Kébé vient de le dire, vous êtes dans cette lutte depuis longtemps, mais on n'a pas vu une grande mobilisation. Un reportage de CNN et paf, on voit beaucoup de monde qui se soulève pour dire non à cette situation. Pourquoi les gens ne se lèvent pas pour dénoncer des situations avant que ça ne s'empire? Je vous dis que devant toute société, qu'elle soit civile ou autre, il y a le premier responsable, c'est l'État, disons, c'est le pouvoir en place. Et le pouvoir en place, lorsqu'il ne joue pas le franc jeu, lorsqu'il ne joue pas l'équité, lorsqu'il ne joue pas la veille, n'est-ce pas, citoyenne, la veille sur les citoyens afin que tout se passe bien, lorsqu'il ne joue pas ce jeu-là, il est capable de prostituer et la société civile, et les religieux, et les jeunes, et les femmes, et tout le monde. Et c'est ce qui nous arrive malheureusement. Est-ce que cette société civile, ce citoyen lambda, ne peut pas aussi changer cette donne, pousser les autorités à bien gérer le pays? Justement, heureusement que des exemples récents nous montrent que la société civile, disons la société d'une manière générale, peut se révolter et refuser. C'était le cas il y a 2 mois avec la plateforme anti-Abana. On ne pensait pas pouvoir redresser, n'est-ce pas, les ambitions des autorités que nous avons vues se jeter sur les citoyens pour essayer de les amener dans une aventure. On s'est dressé comme un seul homme, on a refusé. Donc on est incapable. Et je continue de croire qu'avec ce que nous avons vu, c'est certainement peut-être le déclic qui va nous amener à dire le combat ne commence pas par critiquer l'Europe, ni la Libye, ni les voisins. Le combat doit commencer ici. Les jeunes doivent nécessairement se dire qu'il y a suffisamment de ressources pour enrichir la Malaisie, l'Indonésie, la Chine, l'Inde, tout le monde est là, puiser des ressources. Mais il n'y a rien pour nous ici. On est obligé d'aller nous faire vendre en Libye. Les jeunes prendront cette conscience-là, les vieux prendront cette conscience-là et nous allons nous battre. On doit se battre pour que nos ressources nous permettent réellement de ne plus être vendus comme des moutons ailleurs. Donc, pour revenir à la question, n'est-ce pas, du complexe, je ne peux pas taire ce qui s'est passé entre nous et la Libye. Tous nos dirigeants, n'est-ce pas, de ATT premier à celui qui nous gère aujourd'hui, ils sont tous passés par
par, n'est-ce pas, les caisses de la Libye. Ils ont tous pris de l'argent de la Libye. On se rappelle de tout cela. Et on se rappelle comment, je ne citerai pas de président, on se rappelle comment Feu Kadhafi en son temps a mené des opérations, n'est-ce pas, de remise, disons, de mise sur celle de certaines communautés dans ce pays-là, des communautés connues pour leur statut féodal, n'est-ce pas? Et nous avons observé, nous avons laissé faire ici Kadhafi tout simplement corrompre, je vais prendre ce terme-là entre guillemets, corrompre et les religieux et les pouvoirs pour, n'est-ce pas, ramener ce service de féodalité, malheureusement que le régime actuel est en train de parachever par ce que nous sommes en train d'appeler accord. Un accord qui n'est ni plus ni moins qu'une remise sur celle des féodaux, sur des communautés, n'est-ce pas, sur lesquelles ils ont tous les droits aujourd'hui. Au lieu de regarder les Noirs qui sont vendus dans un parc en Libye, il faut regarder les Noirs qui ont été abandonnés par le pouvoir dans les régions du Nord et qui sont en train de subir, n'est-ce pas, les bottes, n'est-ce pas, des groupes armés blancs. Il faut le dire ainsi. Ça aussi, c'est une forme d'esclavage. Monsieur Tandjigora, partagez-vous cet avis de Monsieur Akado? Bon, c'est un peu compliqué. En fait, moi je pense qu'il faut circonscrire les éléments d'analyse. En réalité, les pays arabes, bon, on les appelle comme ça, les arabo-berbères, ils ont tous une conception esclavagiste de noirs. Ça, c'est une réalité. Il faut pas. Ce qui s'est passé là-bas, c'est peut-être les dirigeants africains n'ont pas réagi. Ils ont peut-être une part de responsabilité parce qu'ils n'ont pas pu retenir leur jeunesse à travers l'insertion socio-professionnelle. Mais les Libyens ont une grande part de responsabilité parce qu'ils les ont fait des esclaves. Et ils auraient pu ne pas être esclavagistes. Donc, on ne peut pas enlever la responsabilité des Libyens. Donc, c'est parce que les Noirs sont considérés en Libye et au Maroc ou bien en Algérie comme autrefois, donc comme des esclaves. Donc ça, on ne peut pas nier ça. Maintenant, les Africains, effectivement, les dirigeants africains ont une part de responsabilité parce que tout simplement, ils n'ont jamais su négocier des accords avantageux pour leur population. On parle de libre circulation avec l'Algérie, mais on parle aussi de libre circulation avec le Cameroun. On se souvient que le Cameroun a institué unilatéralement un système de visa qu'on doit prendre juste à l'arrivée. Je veux dire, le Mali n'a jamais négocié des accords avantageux dans le cadre de la libre circulation. Même dans le cadre de la CEDEAO, la libre circulation qui est stipulée dans les accords de la CEDEAO, cette libre circulation n'est pas respectée. On parle de la circulation des personnes et de leurs biens, mais ça reste éminemment théorique et les gens subissent des tracasseries. Donc, et c'est la préoccupation des personnes. Et le changement, comme le disait mon prédécesseur, il ne faut pas attendre que le changement vienne de l'État parce que le pouvoir d'État est inscrit dans une logique clientéliste et très souvent dans des logiques de renouvellement de mandat. Ils ne vont jamais se préoccuper du sort des pauvres jeunes qui vont mourir dans le Sahara. Ils sont préoccupés par leur réélection. Je pense que le changement viendra du côté de la société civile. Et je pense que celle-ci est en train de se réveiller progressivement. Au Mali, c'est encore timide. Mais pour le sort des migrants, je pense que le changement viendra de la société civile et qu'il ne faut jamais attendre un changement de la part de l'État. Alors, on a vu les communiqués de nos différents dirigeants, mais est-ce qu'ils vont aller au-delà de ces documents? Je ne le pense pas. Comme d'autres communiqués sur le cas algérien, ils ne vont pas aller au-delà de ça et ça va se diluer dans le temps et il ne se passera absolument rien du tout. Je pense que c'est le lieu d'interpeller les associations de la société civile, de prendre à bras le corps ce dossier-là et d'interpeller vraiment l'État sur la nécessité de revoir ou de renégocier les accords entre le Mali et beaucoup de pays, notamment les pays du Maghreb, où les Maliens sont extrêmement maltraités. Donc il faut revoir ces accords-là et instaurer vraiment une nouvelle façon de faire les choses. D'accord, M. Kébessi, nos autorités vont se limiter à ces documents comme le pense M. Tandjigora. Est-ce que la société civile, elle, pourra changer quelque chose dans cette situation? La société civile est en train de se renouveler. Une véritable société civile digne de ce nom est en cours déjà. Et elle va redresser les choses comme il le faut. Il a parlé de la question de la plateforme anti-Abana et aujourd'hui, Dieu merci,
le collectif des associations Ante-Abana a déjà vu le jour. Il y a eu une assemblée générale le jeudi passé et le samedi 25 novembre tout près, à partir de 9h à la pyramide du souvenir, il y aura un grand meeting du collectif des associations Ante-Abana. Et justement, cette question-là, c'est là abordée aussi en plus de d'autres questions. Est-ce qu'il y a une coordination de la société civile africaine pour pouvoir lutter contre cette situation? Pas une coordination digne de ce nom. En fait, il y a, dans certains pays, on sait qu'il y a certaines structures qui se battent. Hein. Comme en Mauritanie, déjà, il y a des gens qui se battent contre l'esclavage. Au Mali aussi, on sait aussi il y en a. Mais je ne pense pas s'il y a une coordination digne de ce nom entre ces différentes structures. Mais je sais qu'il y a des pourparlers. Même récemment, il y a le doyen Akado était, je crois, à l'extérieur du pays par rapport à cette question. Je crois qu'il a été même élu... voilà, un poste là. D'accord, voilà. Il va nous en parler tout de suite. Monsieur Koulibaly, vous qui rencontrez ces migrants qui sont très souvent expulsés, malgré toutes ces situations, les gens continuent de partir. Qu'est-ce qui les pousse à partir malgré cette prise de conscience de savoir ce qui les attend à l'autre bout du monde? Alors, permettez-moi de traduire un peu ce que je veux dire en Bambara. Koni ye souffert kono wulili fendo gushilala. Aujourd'hui, je vais essayer de traduire. Quand on voit quelqu'un partir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pousse à partir. C'est pas ça le sujet. Okay. C'est pas ça le sujet. Alors les gens partent, il y a la misère. Mais comment faire maintenant pour tourner le regard vers nous-mêmes? C'est ça le problème. Chez le migrant, c'est le regard de l'autre. Parce que quand tu vas au village, tu as fait l'enfance avec Nchi, je dirais. Et un beau jour, il arrive, il transforme toute la maison en dur. Donc, il fait de belles actions, il fait des cadeaux à n'importe qui. Mais vous savez, combien de personnes qui partent parviennent à ce succès? Bon, venir et construire. De toute façon, comme le dit mes cousins Sarakoulé, je préfère que je sois là, pas des requins, que de rester comme ça. Il y a ce remords-là qui est là. Mais comment renverser la tendance ici? Parce que ce que les Européens sont en train de dire, ils ont parlé tantôt du sommet de la Valette avec le fonds fiduciaire. On va vous donner de l'argent, essayez maintenant de créer des emplois chez vous. D'accord. Mais est-ce que ces migrants qui reviennent également ne contribuent pas au départ des autres en ne leur expliquant pas réellement ce qu'ils vivent là-bas? Oui, dans le temps, on ne disait pas la vérité, hein, mais à partir de 2000, tous les migrants qui sont partis, les jeunes, surtout à Bamako ici, je connais plein de jeunes, quand ils sont allés, ils ont vu la réalité et immédiatement, les premiers font retourner et disent que je ne veux pas continuer avec cet esclavage-là. Ils sont retournés pour venir travailler ici. Ils sont conscients, il y a beaucoup de jeunes qui sont conscients de cela maintenant. D'accord, vous voulez réagir, M. Kébé? C'est des centaines de milliards que nos frères et sœurs, nos mamans qui sont à l'extérieur, qu'ils envoient chaque année à la République du Mali. Ça aussi, c'est clair. Donc pourquoi on acquise même l'Union européenne? Parce que c'est les pays de cette union-là qui n'arrêtent pas de piller de façon sauvage, excusez-moi du terme, nos ressources. C'est eux qui n'arrêtent pas de nous imposer un système de gouvernance, à vrai dire. Il faut même voir le programme d'ajustement structurel, qui est à la base de la privatisation de toutes nos sociétés et entreprises d'État. Il y a combien de milliers de Maliens en chômage? Vous voyez? Donc s'il n'y a pas l'espoir, s'il n'y a aucune politique digne de ce nom pour créer l'emploi, pour faire en sorte que notre pays puisse vivre vraiment de l'effort de chacun, donc ça serait toujours comme ça. Et après, ils font tout pour fermer hermétiquement la voie à l'immigration. D'où les textes, envoyer de l'argent par-ci, par-là pour empêcher, faire des ponts, des barrages, etc. Ça ne passera pas. Le monde même est basé sur cette question de migration. Et ça va continuer. Et ça va continuer. Et je sais que tôt ou tard, les Africains vont se défendre. Parce que la question de réciprocité entre l'Europe et l'Afrique doit être une réalité. Mais ça sera une réalité quand nous n'aurons plus jamais ces sous-préfets-là à la tête de nos pays. D'accord. Et ça, c'est pour bientôt. Monsieur Akado, oui. on voit parlons par exemple de l'agriculture, le coton du Mali. 98% du coton malien est exporté, mais les cotonculteurs continuent de se révolter en disant qu'ils ne gagnent pas assez. On voit en Suisse, par exemple, Suisse, pour recruter, il faut favoriser les citoyens suisses. Pour recruter une autre personne, il va falloir donner un document qui prouve que la personne que je veux recruter, je ne l'ai pas trouvée en Suisse, donc je vais le recruter ailleurs. Alors pourquoi les autorités africaines
africaines ne peuvent pas prioriser leurs propres citoyens d'abord? Merci. Encore une fois, vous êtes rentré juste dans l'aspect sur lequel je voudrais intervenir. Il n'y a aucune raison en tout cas, raison suffisamment valable pour que nos jeunes sortent d'ici, parce que nous avons suffisamment de ressources. Lui, il vous l'a dit. Les raisons sont multiples, certes. Les gens vont parce qu'ils sont Kélia, quoi. Kélia, c'est comment on a. Il y a la jalousie. Le voisin a fait ça. Il faut que je fasse ça. Comment il l'a fait? Il s'est venu de l'extérieur. Moi aussi, je vais. Il y a cela. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a une dilapidation, sinon un sabotage systématique de nos potentialités ici en Afrique, qui fait que les gens ne voient aucune alternative que de partir, ou bien tout simplement, s'ils ne partent pas, ils se considéreront toujours comme les esclaves de leurs voisins, bien de leurs dirigeants, ou bien de leurs... etc. etc. C'est un peu cette vision que les gens ont. La preuve, c'est que nous mangeons aujourd'hui des carottes marocaines, des betteraves marocaines, des pommes de terre marocaines. Vous imaginez, c'est des blancs. Nous qui sommes reconnus comme étant aptes à l'agriculture, nous avons le fleuve, nous avons les terres, nous avons la connaissance pour cultiver, on n'arrive pas à se nourrir, à acheter ces fruits-là chez nous. Ils viennent de l'extérieur. Aller au-delà de cela. Vous avez parlé de jalousie aujourd'hui. Il y a une autre chose, c'est qu'au niveau du Mali également, si je veux vendre mon terrain, je veux vendre un bien, je préfère le vendre à une autre personne d'une autre nationalité que de le vendre à un Malien lui-même, parce que je ne veux pas que, si moi je n'arrive pas à évoluer, que comment dirais-je, l'habitant qui se trouve à côté de moi puisse également évoluer. Est-ce qu'il n'y a pas cette histoire aussi au Mali? Écoutez, ça, ce sont des aspects un peu secondaires par rapport au fond du problème. Le fond du problème, laissez-moi vous le dire, c'est que réellement, ceux qui ont la charge de planifier le développement deviennent les freins au développement. Tout simplement, ils deviennent les freins au développement. Je le dis en connaissance de cause. Moi, j'ai vécu la situation de l'Office du Niger. Je ne parlais pas seulement des citoyens, je parlais des autorités également, parce que voyons les immeubles déjà qui se trouvent à Bamako, ils appartiennent à qui? Oui, mais il y a tout ce que vous voyez comme constat est la résultante d'un accaparement, n'est-ce pas, des ressources liées à un complot entre justement ces Européens-là et les préfets, n'est-ce pas, dont le jeune Kébé parle. Alors, il nous reste peu de temps, ils sont 30 là et secondes ils pour suivent chaque le invité cours de pour donner l'histoire. sa réponse par rapport à cette question. On commence par vous, M. Akado. Quelle peut être la solution aujourd'hui de cette situation? La solution, c'est tout simplement une révolte. Moi, je ne tournerai pas autour du pot. Il faut pas seulement une prise de conscience, une révolte pour stopper le gaspillage de nos ressources et les mettre à notre disposition. Cela doit être l'exigence des jeunes, l'exigence de la société civile. Il faut tordre la main, forcer, n'est-ce pas, ces crocodiles-là, ces alimentaires-là, ces déprédateurs que sont nos dirigeants. Il faut les forcer à créer les ressources, à créer nos richesses, Monsieur à utiliser nos ressources. Quelle est votre solution? Effectivement, ce que j'ai ajouté au précédent, moi je prône la liberté de circuler. Sans liberté de circuler, rien ne peut aller. Vous proposez qu'on respecte les droits de chaque citoyen de pouvoir circuler librement à travers le monde. D'aller et de retour. Monsieur Kébé, vous? Absolument, le respect des droits des hommes et des droits humains. Et deuxièmement aussi, il faut mettre fin aux dérives de la gouvernance actuelle et puis stopper l'ingérence, appliquer le principe de la réciprocité au cas où si les gens ne respectent pas les textes. Monsieur Akado demande une révolte de la population. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution? C'est une excellente solution. D'accord. Monsieur Tandjougoura, vous pensez à quelle solution pour mettre fin à cette situation? En fait, il n'y a pas de solution commune puisque les intérêts sont divergents. Les Européens n'ont pas la même solution que nous. Donc, moi, je pense qu'il faut d'abord œuvrer à stabiliser la jeunesse à travers la création d'emplois. Parce que tant que les gens auront du mal à vivre et à se prendre en charge sur place, ils seront toujours tentés de partir. Personne ne peut les retenir. Donc il faut vraiment œuvrer, ça c'est envers nos dirigeants, à mettre en place des créneaux d'insertion de la jeunesse. Il faut ensuite œuvrer à renégocier les accords avec les différents pays. D'accord. Merci à nos invités. Ibrahima Kébé, commissaire principal de l'association Faso Kanou, Dr Fodié Tandjougoura,
chercheur sociologue, Sbeiti Ag Akado, président de l'association pour la sauvegarde de la culture Bella, Amadou Koulibaly, membre de l'association malienne des expulsés. Débat réalisé par Ibrahim Aran Diallo, mise en onde assurée par Seydumbo, à la régie vidéo Peting Diara. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve un autre jour pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.